Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fin de séance. Aujourd'hui, un épisode de Oldies but Goodies, puisqu'on va parler du film Répulsion de Roman Polanski qui était sorti en 1965 et qui est ressorti la semaine du 24 mai 2017 en version restaurée. Donc voilà, on s'était dit que vu qu'il y avait pas grand chose d'autre d'intéressant au ciné, on allait en profiter pour faire cette Oldies. On était trois pour l'épisode d'aujourd'hui, Alice Bégon, Arnaud Decaze et moi-même Ariski Sugar pour vous parler de ce film, mais aussi pour vous donner nos recommandations de Blu-ray DVD sortis le mois de mai 2017. Donc voilà, c'est ce qui commence cet épisode. Et puis également nouvelle section à la toute fin de ce numéro, répondre tout simplement aux fan mails, hein, répondre à vos mails. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à envoyer des questions ou des commentaires sur le podcast à findeséance@gmail.com ou alors de nous contacter par n'importe quel autre moyen, puisque on est aussi sur Twitter, Instagram, Facebook, et d'ailleurs voilà, j'engage toutes les nouvelles personnes qui nous ont découvert via Deezer ou alors via Podcast France déjà de nous mettre 5 étoiles hein, sur l'iTunes Store ou sur Deezer où vous voulez, mais aussi de venir nous suivre sur toutes les autres plateformes, voilà, pour avoir des petites news ciné comme ça et avoir les épisodes dès qu'ils sortent, tout simplement. Bon, bah écoutez, j'ai plus qu'à vous laisser écouter cet épisode. Et gros bisous. Ça ferait partie du début, parce qu'on peut directement commencer par vos choix. Attends, je regarde juste la 4e page pour être sûr que j'ai rien raté. Attends, on va, parce que là on a raconté beaucoup de merde, on va commencer officiellement là, tu vois. Je pense que... Pardon, c'était enregistré en fait, tout ce que je raconte. Tout ce que tu... Non mais j'aime bien commencer par de la merde, ça permet de rentrer tout doucement dans la conversation, tu vois. Bon, ok. Voilà une belle phrase d'introduction. Exactement. Qu'est-ce que vous achèteriez là de tout ça ? Sachant qu'en fait, j'ai un peu pipé le truc parce que je crois que je vous ai donné le lien que de film et que j'avoue que je pense que mon choix, moi, ce serait la série qui s'appelle 11-22 1963 avec James Franco, qui est une adaptation de Stephen King. En fait, c'est une série qui est sortie sur Hulu et j'avoue que de tous ces choix-là, peut-être que je prendrais cette série plutôt en Blu-ray. Voilà, parce que je l'ai trouvé très bien. C'est quelqu'un qui découvre une manière un peu bizarre de voyager dans le temps, mais en fait, ça le ramène qu'à une seule date, en 1960, et pour des raisons intérieures au film, en fait, il va décider d'éviter l'assassinat de Kennedy. Donc voilà, et c'était cool. Et James Franco était... Ah mais c'est adapté de Stephen King, non? Oui, c'est ce que je disais, oui. Mais il m'écoute pas, il m'écoute jamais, tu vois. Non, il écoutait pas, il regardait l'affiche de American Honey en disant c'était bien, c'était beau. Oh là, quel pédophile, la meuf elle a 12 ans quoi. Arrête. Ouais. Et en plus elle est pas rousse, donc il sort complètement de sa zone de confort. Mais moi aussi je suis très très fan des rousses aussi. Et alors qu'est-ce que vous allez prendre vous? Admettons, si vous étiez pas intermittent du spectacle et que vous étiez riche. Arnaud va choisir donc American Honey. Oui, bah je choisis American Honey, j'ai adoré ce film. On peut se référer à l'épisode qu'on a fait déjà sur le sujet, je pense. Yes. Mais pour toutes les raisons dont on a déjà parlé, je pense que... Est-ce que c'est un film que tu reverrais en fait? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais je l'ai vu d'acheter un Blu-ray ou un DVD. Est-ce que tu le remettrais facilement pour le revoir? Je l'ai vu 2 fois déjà. Et ouais, je pense que d'ici 1 an ou quelque chose, c'est le genre de truc qui me ferait plaisir de revisiter, ouais. D'accord. Ok. Parce qu'il dure quand même 2h40, hein. Donc on peut le rappeler. Ouais, mais alors, tu connais déjà mon amour pour les films extrêmement longs. C'est un peu mon truc, donc 2h40, c'est juste une durée faut pas classique, être comptable quoi. En plus. Je veux dire, il y a plein de... Maintenant, la moyenne des films, c'est 2 heures, donc 2h40, c'est pas non plus... voilà. Ça va. Non, bien sûr. Mais en plus, c'est pas défi, quoi. Ça va, c'est pas le Retour du Roi version longue.
Et je veux dire, de la part de la part de quelqu'un qui regarde à peu près 10 séries télé par semaine, j'ai envie de dire, quelqu'un qui me reproche d'aimer un film qui est un peu long, qui fait 3 épisodes d'une série, tu vois. Je reproche pas, j'ai posé la question. Ok? Effectivement, moi je peux passer littéralement 10 heures avec les mêmes personnages dans la journée, sans aucun problème. Dit-il, en ayant mis... Là, j'ai mis ce t-shirt pour vous, ok? Parce qu'on Skype. Sinon, j'étais genre tout nu chez moi, sur mon canapé. C'est ma seule sociabilisation que j'ai aujourd'hui. Vous voyez pas, mais en dessous, par contre, je suis en même temps, capillairement, ça sent effectivement la série télé, là, en ce moment. Areski, comme on a la chance de te voir en vidéo. Et... Voilà, il a une barbe de 2 mois, on sent qu'il s'est enchaîné, en soit fait. il prépare la suite de Rodin. Voilà. On sait pas. Là, il a fait un marathon Friends, 10 saisons de 24 épisodes. Je fais un marathon de films de Vincent Lambert. Il a oublié le Lambert. fil dentaire aussi, quoi. Tu prends quoi, toi, Alice, de tout ça? Alors moi, je viens de voir. Parmi tous les films, moi, je choisirais le documentaire de Tavernier, le voyage à travers le cinéma français, que j'ai pas vu en salle. Et je pense qu'effectivement, si j'avais quelque chose à regarder en DVD là, ça serait plutôt ça. Moi, j'aime bien quand les réalisateurs parlent de cinéma, je suis souvent pas d'accord. Parce que je pense que c'est ceux qui ont un regard très tranché, mais c'est toujours intéressant. Donc voilà. Et surtout que Tavernier, enfin, j'ai pas vu le film non plus, mais c'est peut-être le meilleur cinéphile français. Exactement. En plus, je pense que c'est vraiment Je me souviens, il y a une époque, maintenant il le fait plus parce qu'il est un peu vieux et il a plus l'énergie de le faire, mais tous les 2 mois, quelque chose comme ça, il faisait un cours de cinéma au Forum des Images. Et c'est parmi les trucs les plus passionnants que en fait, moi j'ai toujours beaucoup aimé lire ce qu'il écrivait sur cinéma. Ouais. Et donc là, voilà, c'est un film que j'ai malheureusement... En plus, il a beaucoup accompagné son film, donc je suis assez déçue de l'avoir raté, parce qu'il a beaucoup présenté, il est allé... Mais donc, j'imagine ils ont dû l'enrichir de bonus, de choses comme ça. Vous en avez eu des bons retours au moins de ça? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui l'a vu ou pas? Ouais, il y avait des très bons retours sur le film. Ok, d'accord. Non, parce que du coup, ça m'intéresse. Il a fait un petit peu ce que Scorsese avait fait pour le cinéma italien. Tu sais, il y a une dizaine d'années, il avait fait un voyage de Martin Scorsese à travers le cinéma italien, qui était un super documentaire aussi sur son amour de ce cinéma-là. Oui, puis souvent, ils nous font découvrir des choses, quoi. Il y a une relecture qui est faite, donc c'est plutôt chouette. Voilà. C'est vrai que là, je pense que ça va être plus impersonnel, mais Martin Scorsese, c'était un vrai truc d'enfance avec, en fait, il parlait quasiment de la sauce tomate de sa mère tout en comparant à un film, quoi. Il y avait un truc très très personnel, quoi. Ouais. Je pense que c'est la façon aussi la plus facile de créer l'intérêt ou de susciter l'intérêt chez quelqu'un, c'est forcément avec une petite narration émotionnelle, personnelle, en fait, du narrateur, je pense, non? De manière générale. Oui, puis c'est vrai que Tavernier devient vieux. Je pense que parler de cinéma, c'est aussi parler de lui. Quoi, il y a une façon, je pense qu'il y a. Après, j'ai pas vu le film, et donc c'est toujours difficile d'en parler, mais je pense que c'est quand même une autobiographie cachée. Quoi, il y a toujours quelque chose de. Quand les cinéastes déjà qui résonne en la personne d'eux, et donc je pense que lui il a toujours été critique, il en a toujours très bien parlé, donc non, moi c'est vraiment en tout cas je pense que je vais aller le rattraper en DVD très vite. Ok, très bien. Simplement je dirais peut-être, alors c'est un peu bizarre, mais comme on en avait déjà parlé de ce film, voilà, dans la lignée des si j'étais riche et que j'avais une télé 4K, etc., je re-regarderais bien la première heure de Passengers en Blu-ray. Et tu t'arrêtes après. Et après tu t'arrêtes et tu t'imagines la suite du film. Mais même la première heure est irregardable, hein. Vous avez fait un podcast, moi je l'ai pas entendu le podcast, mais c'est irregardable. Moi c'est vraiment, je me souviens de ma salle et j'ai préféré dormir, puis ça ira plus vite, je pouvais pas sortir, c'était trop complet. Et j'ai dormi. Voilà. La première heure devant Rodin. Silent running sympathique. C'est ce que j'aurais dû faire, c'est vrai. Bon, ok, bah du coup, on va pouvoir passer au film d'aujourd'hui, qui donc en ressorti cette semaine, donc le mercredi 24 mai. Il est ressorti, c'est ça. C'est donc le film Répulsion de Roman Polanski, qui est sorti en 1965, qui est un drame horreur thriller avec Catherine Deneuve, Ian Hendry et John Fraser, entre autres. Je crois comme genre pour mieux le décrire, c'est film à la Polanski. C'est vrai que en fait le mec s'est créé un genre à lui tout seul au final.
Bon, on lui a passé une commande pour un film d'horreur, et il a fait un film de Roman Polanski, ce qui est brillant. Hein, donc, Ouais, ce qui est assez excellent. Je vais du coup lire le synopsis. C'est une jeune manucure belge. Carole travaille et vit à Londres avec sa sœur Hélène. Carole, introvertie, a des problèmes relationnels avec les hommes, ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle repousse Colin, qui la courtise et n'apprécie pas Michael, l'amant de sa sœur. Quand celle-ci part avec Michael, Carole sombre progressivement dans la névrose. Recluse, elle bascule dans la schizophrénie et devient hantée par des bruits. Petit clip. Qu'est-ce qui se passe? Vous dormez, jeune fille? Oh, excusez-moi, madame. C'est de votre âge, vous devez être amoureuse, je suppose. Oh, je ne sais pas ce qu'elle a en ce moment, la vieille, elle est toujours après moi. Si elle continue à me casser les pieds, je ne ferai pas de vieux os dans sa boîte. Hé, tu dors? C'est aussi la question que je lui ai posée. Vous vous rendez compte? Elle veut encore que je reste jusqu'à 7 heures. Quel vernis me mettez-vous? Comme d'habitude, madame. J'en ai assez de celui-là. On pourrait peut-être en changer. Mettez-moi Formidable de chez Glazo. Oh, je vais vous le chercher. Alors j'aimerais souligner aussi que le synopsis que je viens de lire, je réalise que c'est pas du tout, j'allais dire médicalement correct ce qu'ils disent. Hein, dans la névrose puis la schizophrénie, c'est deux choses différentes, mais c'est pas grave. De toute façon, Polanski savait pas de quoi il parlait, donc je pense qu'on peut admettre que voilà, même longtemps après, on peut ne pas savoir de quoi on parle. Voilà. C'est totalement. Ça c'est quelque chose. J'avais vu une interview de Gérard Braque, le co-scénariste du film, qui avait dit qu'au moment de la sortie du film, il y avait un psychanalyste qui avait écrit un article sur Répulsion et qui avait dit que c'était un film extrêmement bien documenté et une des meilleures représentations de la schizophrénie qu'il a jamais vue. Et il a dit mais le problème c'est qu'avec Roman on s'était pas du tout documenté, on savait même pas qu'on avait fait un film sur la schizophrénie. Mais qu'ils ont fait ça au hasard. Ouais. Exactement. Le pire c'est que je sais pas si t'as lu aussi le fait que Braque et lui en fait ont décidé de faire ce film pour effectivement avoir assez de jus dans le showbiz pour pouvoir faire le futur film tu sais avec Donald Pleasance là. Comment il s'appelle? Cusack, ouais. Cusack, exactement. Parce que, voilà, et il voulait tellement faire ce film qu'au final, c'est bizarre de voir un film quand même aussi pointu et, enfin, maintenant, c'est difficile de se dire ça, c'est un film de commande quand même, tu vois, a posteriori. Si, mais en fait, moi j'ai relu l'interview de Roman Polanski à la sortie du film pour les cahiers du cinéma. Voilà. Et c'est assez drôle, hein. C'est un hasard complet. Il a rencontré ses producteurs dans un moment d'un festival de cinéma polonais, je sais plus où. Roman Polanski parle pas du tout anglais. Eux, ils produisent du porno soft, un espèce de truc que personne ne va voir à part dans des salles très spécialisées. Et ils veulent s'élargir un peu commercialement, donc faire des films de série Z ou de série B. Et donc, ils lui commandent un film d'horreur. C'est le premier film en anglais de Polanski. Ouais. C'est d'ailleurs. Il parlait pas anglais sur le plateau. C'est le deuxième long métrage de Polanski, je crois. Il a fait Les couteaux dans le iPhone juste avant. Exactement. Ouais. Et c'est son deuxième film. C'est fou, hein. Donc il est pas encore établi comme un auteur. Non, puis le budget est un peu misérable aussi. Hein. Je crois que c'est $50,000, je crois, donc pas grand chose, quoi. Il a dépassé le budget. C'est un des premiers films qui lui a valu la réputation d'être un gros mangeur de budget. Mais c'est juste qu'au départ, on lui donne des budgets complètement pourris, donc il les dépasse. Ouais. C'est Catherine Deneuve, certainement, qui était chiante sur le plateau. Non, c'est les objets. Il passe beaucoup de temps à filmer des objets et des lapins morts. Oui, c'est vrai. Tu crois que ça coûte si cher que ça, des lapins morts? Ouais, si, non, mais c'est la façon dont il les filme qui coûte extrêmement cher. Il passe beaucoup de temps puisque c'est un impact c'est un travail de lumière pour que l'objet prenne de l'importance. Et donc, il peut passer plus de 8 heures à filmer le coupe-chou qui va servir plus tard à un des meurtres. D'ailleurs, on en parlait vite fait du chef-op qui était donc Gilbert Taylor et qui avait fait Dr. Strangelove et après, tu disais, il avait fait quoi? Il était chef-op sur quoi? Et après, il a fait l'épisode de Star Wars, le numéro 4. Mais ce qui est étrange en plus, c'est que c'est vrai que quand tu regardes ces films, c'est des films de chef-op extrêmement, je vais dire statique, en tout cas de chef-op de studio. C'est-à-dire que quand il fait Docteur Folamour, il y a une lumière extrêmement bien travaillée où on sent qu'il n'y a pas un pet qui dépasse. Et ici, l'approche qui a été utilisée, c'est on est beaucoup plus proche des films de la Nouvelle Vague que du cinéma de Stanley Kubrick. C'est Polanski qui a exigé que ce soit, et c'est lui qui est allé le chercher. C'est pas du tout
quelqu'un qu'on lui a imposé, c'est lui qui a dit je veux bien faire ce film et j'aimerais beaucoup travailler avec ce mec-là. Et il se sert de lui pour aller contre lui. C'est assez drôle. Ouais, c'est marrant. Bah, c'est d'autant plus important. C'est vrai que le film a vraiment un côté caméra embarquée et c'est important en fait pour nous faire accepter les décors parce qu'il y a un travail de décor très important et cette caméra à l'épaule nous sert vraiment à. Et même sur la comédienne, c'est-à-dire qu'à l'époque, lui il était habitué, c'était un chef-op qui filmait des comédiens qui avaient une croûte sur le visage à la place du maquillage, c'était vraiment hyper important. Là, Polanski veut pas de maquillage et il utilise des objectifs qui déforment le visage de Catherine Deneuve et c'est ce qui a fait quasiment pleurer le chef-op parce qu'il a trouvé magnifique, il trouvait ça extrêmement cruel de faire ça à une comédienne. On fait pas ça, surtout pas à Hollywood, donc c'est assez drôle de voir comment il utilise ce chef-op. Ouais, on y reviendra, il y a un travail passionnant sur la focale longue et la focale plus courte dans ce film et comment il alterne entre les deux et comment. Absolument. Et puis aussi sur, je trouve pas mal du contraste du noir et blanc qui est plus prononcé en fait et c'est vrai que ça rajoute au frisson de l'histoire en fait. Juste rapidement pour dire que moi je l'ai vu en Criterion Collection aussi et qu'il avait été ultra bien remasterisé parce que c'est magnifique vraiment genre il y a quasiment aucun défaut sur justement le visage sur la netteté du visage de Catherine Deneuve. Donc voilà, c'était important de le dire. Alors déjà, expliquez-moi votre histoire avec ce film, parce qu'est-ce que vous l'aviez déjà vu quand Ben en fait, moi je l'avais vu qu'une seule fois avant ça, et c'était au lycée. À l'époque où je découvrais Polanski, donc d'abord j'avais vu ses films de sa période américaine, Chinatown et puis Rosemary's Baby, et du coup après je me suis enchaîné... Répulsion, Cul-de-sac, Les couteaux dans l'eau, et puis un peu après ces films un peu plus tardifs, même si je crois qu'on va tous se mettre d'accord pour dire que sa plus belle période c'est années 60-70. Et à l'époque, je me souviens que le film m'avait marqué parce que c'est pas un film habituel. Et je vais dire quelque chose, je crois pas que ce soit mon roman de Polanski préféré, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que c'est le roman de Polanski le plus pur. C'est-à-dire que y a rien qui dépasse, c'est vraiment un film sur la folie de cette femme pure. Et il y a quasiment pas de scénario autour, il y a quasiment rien d'autre en fait, c'est vraiment juste une représentation subjective en fait de ça pendant 1h30 à l'écran. Et c'est un film qui va irriguer toute la filmographie de Polanski après, puisque Rosemary's Baby reprend ce même thème, mais l'enjolive en lui donnant une structure scénaristique un peu plus solide. Et essaie de faire en sorte de faire sans doute un film un peu plus populaire, peut-être un peu plus abordable, je sais pas, quelque chose comme ça. Mais même si tu prends après des films comme Tess ou même comme La Neuvième Porte ou comme beaucoup de films comme ça, c'est des films qui sont plus ou moins des remakes de Répulsion. Et d'une manière générale, on en parlait un petit peu avec Kareski hier après avoir vu le film, Répulsion, c'est quand même un film séminal qui a inspiré une flopée de films après tout ça, et on en trouvait encore d'autres, mais par exemple Black Swan de Darren Aronofsky, c'est un remake de Répulsion. On peut sortir Faux Semblant de David Cronenberg, on peut sortir surtout un plagiat presque honteux du film, c'est le Possession de Andrew Zulawski, qui reprend ça. Enfin, j'ai l'impression que tous les ans sort des remakes de Répulsion à partir de ça, donc ça montre que ça a été un film assez important, quoi. Ouais. En gros, tous les films de désordre psychologique et psychiatrique descendent de ça, et c'est du coup d'autant plus drôle que effectivement, c'est lors de l'écriture, ils sont pas du tout documentés parce qu'en fait, ils réussissent quand même beaucoup à en parler en fait tout bêtement. Ouais, mais en fait c'est ça. Je pense que le fait que ça a été une commande de film d'horreur, ça a beaucoup servi, et je pense que ça a fait même. Je pense que là, Polanski a découvert quelque chose sur son propre cinéma en faisant ce film. C'est-à-dire que en représentant à l'écran les monstres intérieurs de Catherine Deneuve, en les mettant, en essayant de trouver des moyens en fait de les rendre palpables, d'essayer d'aller vers cette subjectivité. En fait, il a découvert quelque chose qui, à ma connaissance, avait je sais pas s'il y a d'autres films comme ça avant dans l'histoire du cinéma, mais en fait je pense pas, quoi. On pense forcément à La Féline quand on voit mais La Féline c'est pas tout à fait la même chose non plus, quoi. C'est pas tout à fait la même chose, mais on sent quand même que c'est pas non plus très très longtemps après, que ça a marqué aussi, quoi. C'est un peu la même histoire au départ
tu vois, c'est toujours aussi comment exprimer à travers une commande, surtout d'un film de genre, etc. Mais c'est pas, et je suis d'accord. Et après, la différence, c'est que La Féline est un film fantastique aussi. Oui, mais moi, je trouve que dans Répulsion, il y a quand même une attirance vers le fantastique qui est très forte. Ouais, mais toujours ramené quand même à quelque chose de, tu vois ce que je veux dire, c'est ça qui, mais on sent quand même, il y a quelque chose qui peut partir là-dedans, qui aurait pu. Ouais. Je me demande si avec plus de temps et plus de moyens, le film serait pas parti dans le fantastique. Oui. C'est que je pense que là, il y a aussi un truc de rapidité, et je pense qu'il a pas tout à fait. Et là, encore une fois, le rôle du hasard, c'est-à-dire que c'est génial qu'il ait dû faire ce film comme une commande parce qu'il a découvert des choses avec ce qu'on lui avait, avec les contraintes qu'on lui avait imposées en fait, quoi. Oui, et puis des producteurs qui lui imposaient de revenir vraiment à des scènes d'horreur où il avait des ingrédients obligatoires, il pouvait pas s'en échapper, et donc il a essayé de s'exprimer entre, mais je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas de scénario, hein. Mais il n'y a pas vraiment de scénario. D'habitude, Polanski, après, par ailleurs, a développé des scénarios beaucoup plus poussés. Mais là, il n'y a quasiment pas d'histoire, en fait. C'est vraiment une succession de scènes sur... L'histoire est très simple. C'est presque une histoire de court-métrage, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Sur 1h40. Et c'est vrai que c'est un sujet peut-être un peu tabou, enfin en tout cas qui est pas ultra répandu voilà, dans le cinéma. Du coup, oui, je pense que le fait même de lui apposer des contraintes facilite le truc. Et ouais, je te rejoindrais dans le fait que peut-être que ce serait parti dans le fantastique s'il y avait eu un peu plus de temps, parce que tu sais, moi je te parlais justement du film Ennemi là dernièrement avec Jake Gyllenhaal, où là par contre Ennemi, on le sait que c'est plus documenté, en tout cas d'un point de vue médical. Et donc dans le fantastique, parce que les gens se représentent dans leurs hallucinations certaines choses absolument pas réalistes, quoi. Mais en fait, surtout, parce que là, on parle depuis le début du film que c'est presque un hasard qu'ils aient traité de la schizophrénie, etc., etc. Mais en fait, je pense qu'il faut vraiment donner du crédit au travail de fiction de Polanski ici, c'est-à-dire que il est extrêmement bon pour essayer de se foutre dans la peau de ses personnages. D'ailleurs, tu remarqueras quelque chose dans le cinéma de Polanski, et peut-être que tu vas me contredire, mais j'ai l'impression que dans aucun de ses films, il y a une scène où il n'y ait pas le personnage principal. C'est-à-dire que dans tous les films de Polanski, tu suis... Alors, j'ai pas vu tous les films de Polanski, donc là c'est un peu compliqué, mais tu suis un personnage et tu ne le quittes jamais. En fait, il a toujours, tu vois, ce truc de subjectivité absolue, et c'est juste que, en fait, dans sa tête, donc, il s'est représenté ce personnage, et en poursuivant son travail de fiction, en essayant, en fait, d'être vrai avec ce personnage, il a sorti quelque chose de vrai sans forcément se documenter dessus. Mais je pense pas que ce soit du jugement foutisme. En fait, tu vois ce que je veux dire? Non, c'est vraiment pas ça, hein. Je voulais dire, je pense que c'est le génie, là, de Roman Polanski, de son auteur, c'est que ils sont... En fait, j'ai l'impression ils sont partis du principe qu'ils voulaient faire du cinéma, ils voulaient faire un film. Ils sont, quand tu sais pas, tu fais simple, hein. Là, il avait peu de moyens, il a eu l'instinct de prendre aussi cette comédienne-là, il a eu envie d'elle. Ouais. On voit qu'il y a malgré tout, il se laisse pas imposer ni le casting, ni son chef-op, etc. Donc on sent quand même que il sait ce qu'il veut faire quelque part. Et puis voilà, après c'est vrai qu'il se dit, voilà, j'ai une comédienne qui m'inspire, en tout cas j'ai envie de la filmer, et il a ses obsessions à lui. Et après avec ça, il fait du cinéma, c'est-à-dire que même s'il fait simple, quand même, ce qu'il fait, nous c'est un film dont on nous parle tout le temps en décor, quoi. Je pense que c'est la première chose qu'on montre à des étudiants en déco. Ouais. C'est voilà, il y a plein de choses, c'est très très malin, mais donc on va peut-être en profiter pour dire un mot sur le travail de décor qui est fait. Oui, je te laisse commencer. Ouais, en fait, quasiment tout le film se passe dans un petit appartement londonien qu'elle loue avec sa sœur. Et il y a plusieurs choses. C'est déjà, alors je sais pas exactement comment ça a été fait. Peut-être que tu sais mieux que moi, mais j'ai l'impression qu'il y a un mélange de décor réel et de studio en fait dans ce. Non, en fait, c'est un décor qu'ils ont fait à plusieurs échelles. Voilà, c'est ça. Pour les déformations. Donc je pense que c'est du studio, faudrait reconfirmer, mais à mon avis ça ne peut être que du studio, hein, du coup. De toute façon, ouais. Et puis de toute façon ils ont même les murs, hein, les fissures, c'était un levier qu'ils activaient. Donc c'est pour ça qu'il a perdu énormément de temps sur le tournage, parce que chaque fissure en fait c'était un levier, donc et donc après il fallait reboucher et replâtrer, etc. pour réactiver la mèche. Tout était très très mécanique, et donc c'est vraiment comme si on tournait dans une maquette géante, quoi. C'est et donc ils ont déformé le couloir peut être très court comme très long. Ouais, il a adapté aussi. Après c'est quelqu'un qui connaît sa grammaire par cœur, comment utiliser une optique, quoi. Je pense que même très jeune, il était parfaitement conscient de l'impact de l'outil caméra avec le décor, et donc il a joué tout le temps sur ces plans-là. Et surtout, il y a quelque chose, c'est que d'abord, en fait, il l'installe vraiment comme un appartement banal, en fait. C'est-à-dire que il utilise des focales longues, plutôt des plans fixes.
Et en fait, il nous montre ce petit appartement avec un couloir, et de part et d'autre, les chambres et le salon. Oui, et c'est l'appartement dans lequel on peut s'identifier très fort. Je pense que c'est l'appartement standard. C'est ça. Que chacun peut-être a habité un jour, ou en tout cas a vu. Il n'y a rien d'ostentatoire dedans. Qu'on imagine tout à fait, et quand elle sombre dans la folie, elle arpente les couloirs de ce petit appartement, et les couloirs deviennent très très grands. Les salles sont gigantesques avec le mobilier placé dans un coin du décor, c'est filmé en focale courte. Et il y a une chose, c'est que même si sur les parties, comme tu dis au départ, il a sans doute filmé en studio, il a quand même, c'est ce dont on parlait au début avec le travail de la photographie, cette manière de se servir de la caméra qui donne vraiment l'impression en fait que la caméra ne sort jamais des murs. C'est-à-dire que quand on filme dans les studios, généralement, tu vas voir la caméra qui est hors les murs et qui filme, et ça donne vraiment cette impression-là. C'est-à-dire que la caméra est pas là, que c'est un lieu qui a été formé, tandis que ici, il y a vraiment un côté nouvelle vague en fait dans la manière dont il filme les décors. Tu sens qu'il est bloqué par le mur, qu'il peut pas reculer sa caméra parce qu'il y a un mur. Ce qui normalement, voilà, qu'on filme avec une caméra. Tu fais pas ça en studio d'habitude. Non, tu enlèves le mur et tu prends du recul. Et donc il fait ça, et donc il l'installe vraiment comme un décor solide, quoi, comme quelque chose qu'on pourrait voir dans ta vie de tous les jours. Et c'est ça qui est très dérangeant en fait au moment où il commence à distordre cette ce qui est encore plus dérangeant au-delà du décor de l'espace, c'est que il a une attention très particulière à l'accessoire. C'est quand même un film d'accessoires, c'est-à-dire qu'il nous montre des accessoires qu'on a tous dans une salle de bain très très générique. Il appuie longuement dans la première heure dessus, je pense que tous les accessoires, il y a beaucoup de gros sur le rasoir, sur très quotidienne, ce qui fait que sur le rasoir, sur le même ne serait-ce que le bol de la brosse à dents qui pose problème au départ, un frigo, une assiette qu'on sort, plein de choses comme ça. Il y a plein de plans de coupe qui paraissent pareils. C'est là où on pourrait parler de court-métrage et un truc comme ça, très premier film dans la volonté de tout souligner. Et en fait, derrière, ça prend une ampleur folle dans la deuxième partie quand on rentre vraiment sa folie à elle. Et c'est là où c'est un film qui, quand il arrive à nous faire, on a peur d'objets du quotidien, quoi. C'est-à-dire qu'on sursaute à la vue. C'est assez intéressant ce que tu dis parce que, voilà, je me souvenais plus du tout. Moi aussi, je l'avais vu vraiment il y a très longtemps, voilà, quand j'avais encore cinéma classique, tu sais, après avoir découvert Rosemary's Baby, c'est là que tu commences un peu à regarder les autres. Et en fait, voilà, en regardant juste le début du film, je me suis dit, il y a des petites choses qui me gênent un peu, où effectivement je me dis, tiens, c'est peut-être des petites erreurs de jeunesse. Tu sais, il y a vraiment au début du film, tu sais, sur les premières scènes où Catherine Deneuve marche dans la rue, tu sais, j'avais l'impression que c'était un petit peu presque des erreurs de cadrage ou de choses comme ça. Et en fait, non, parce que plus le film avance, plus tu te dis, en fait, c'était des choix qui sont très intelligents pour comprendre tout le reste et faire un peu sa descente dans la folie, parce que il y avait des espèces de petits tressautements de caméra à l'épaule quand elle est à l'extérieur, par exemple, alors que c'est quelque chose qui va totalement disparaître. On a des glissements beaucoup plus posés quand elle est chez elle. Et pour moi, c'est plutôt quelque chose qui veut dire qu'on rentre un petit peu dans son agoraphobie, parce que dès qu'on va à l'extérieur, on n'est plus vraiment safe, alors que quand on est dans son appartement, on a quelque chose de plus posé et où justement il peut se permettre de distordre les couloirs et les espaces, etc. Donc c'est vrai que tout ça c'était pensé dès le début, donc c'est quand même assez fou pour un second film simplement. Mais en fait, je pense que c'est ce que vous aviez dit tout à l'heure, c'est un film qui a été beaucoup repris. En tout cas, il y a beaucoup de choses de Répulsion qui ont été repris après dans le cinéma, et je pense que quand on le regarde aujourd'hui, ça peut être un peu dangereux. Je pense que la première vision, si on peut se dire, oh mon Dieu, le film est un peu je pense que il est toujours au bord du cliché du film un peu noir, il y a du jazz, c'est noir et blanc, tout ça, bon. Et il faut faire un peu, je pense qu'il faut aller au-delà de ça. Je dis pas que le film a vieilli, je l'ai revu et ça fonctionne toujours autant, mais il a été tellement plagié que quand on le regarde, on a presque l'impression de voir là encore un mauvais plagiat de Polanski. On peut être un peu surpris au départ par ça, par un truc très appliqué au départ. Je sais pas si vous avez cette sensation-là en le revoyant ou pas. Oui, par exemple, enfin moi là où ça m'a un peu choqué entre parenthèses, c'est que quand effectivement elle se fait siffler par les ouvriers, etc., et le fait d'être resté assez longtemps quand même sur la tête de l'ouvrier pour faire comprendre que oui, Catherine Deneuve est un objet de désir. C'est-à-dire à un certain moment tu fais oui, non mais on a compris, passe à autre chose. Et mais en fait ça compte dans le film. Mais en fait même sur tout ça il y a et surtout il y a une différence avec la plupart des autres films, et la différence c'est la performance de Catherine Deneuve en fait. Ouais.
elle joue pas du tout un personnage classique qu'on a l'habitude de voir même dans ça, c'est-à-dire que la plupart du temps, en fait, la différence entre ce film et je pense à peu près tous les films sur la folie qui existent, c'est que quand c'est la même non, c'est même plus atténué dans Le Locataire, tu vois, j'étais en train de me penser. On commence le film, elle est déjà folle en fait. Mais surtout, Catherine ne joue pas une folle. Je pense elle ne comprend pourquoi elle ne joue. Dans la manière dont elle aborde cette femme, pour moi, elle ne la joue pas. Elle dit pas je vais jouer une folle. Elle reste elle-même. C'est ça qui est extrêmement troublant et sublime. Et c'est pas une descente dans la folie, c'est-à-dire elle reste constante pendant tout le film. Ah, mais il y a une concentration hallucinante. Et effectivement, c'est Polanski qui change, qui accentue les visions, etc. Mais effectivement, il y a ce passage à un moment quand sa sœur s'en va et qu'elle se retrouve seule, qui aggrave sa situation. Mais la situation elle est déjà là. D'un point de vue sonore, dès le départ, quand on est avec elle, de toute façon, le son est pas du tout réaliste, hein. C'est un son qui est amplifié, éloigné. Et c'est-à-dire, t'as l'impression que la vie autour d'elle glisse sur elle, quoi. Il y a quelque chose de très étrange sur ça. Il y a le type qui la courtise, Colin, le fameux Colin, par exemple. Il lui parle, il lui fait la cour, et on a l'impression qu'elle est même pas au courant que ce type est en train de la draguer, en fait. Elle l'accepte dans son cercle, elle le repousse pas, mais en fait, on a l'impression qu'elle se rend même pas compte qu'il y a quelqu'un qui lui parle, en fait. Non, il y a quelque chose très bien là-dessus, sur une des premières scènes où elle le plante. C'est-à-dire qu'on le voit une première fois lui courir après, puis après il lui donne un rendez-vous, elle est censée y aller. Oui, elle avait oublié. Et puis voilà. Et en fait, il explique, elle avait oublié, non mais lui il regarde, juste avant on le voit parler à son ami, il regarde l'heure, et en fait ça fait 1 heure qu'il poireaute. Et après elle est très belle, hein. C'est normal. Oui, puis Colline est très accrochée, voilà, c'est Catherine Deneuve, on tombe amoureux d'elle, et puis voilà. Et en fait, elle a pas la même notion du temps, elle est pas sur le même rythme, elle a pas la même vision sonore, tout. Donc, et puis c'est Catherine Deneuve. Moi, j'ai découvert ce film grâce à Catherine Deneuve quand même. Je sais que vous avez tous commencé en disant tiens Polanski. Moi c'est vraiment Catherine Deneuve qui a fait mon éducation cinématographique les premières années de ma vie en tout cas. Et en fait c'est fou. Moi je l'ai vraiment regardé parce qu'elle était dedans. Et elle extra quoi. Je pense que le film aussi tient aussi beaucoup d'elle. Et c'est ça le truc, c'est-à-dire elle est pas juste absente, c'est-à-dire on a l'impression qu'elle se préoccupe d'autre chose. Et on le voit à plusieurs moments, c'est-à-dire et c'est aidé par le travail de la caméra aussi bien sûr, mais par exemple quand elle attend sur ce banc alors qu'elle était censée aller voir Colin, on la voit en train d'observer une craquelure dans le sol et on imagine qu'elle a passé en fait 1 heure à regarder cette craquelure dans le sol parce qu'il y a quelque chose qui lui parlait. Après, soyons clairs, pendant 40 minutes au point de vue d'acting pur, elle a pas grand chose à faire. C'est après que en tant qu'actrice, ça devient chaud et je trouve qu'il y a quand même quelque chose de très bien. Mais au début, faire la timide, mais il y a un truc d'écoute parce qu'elle joue quasiment rien, mais en fait l'écoute c'est le plus difficile en fait quand t'es acteur. Et là elle a un truc d'écoute ou de non-écoute justement dans le film qui est assez ahurissant quoi. Moi je pense que c'est vraiment le mot, c'est concentration. C'est comme si elle était concentrée sur quelque chose qui est dans un monde parallèle, mais tu la vois, elle est concentrée. Elle joue autre chose pendant que tous les autres jouent la scène en fait. Et c'est ça qui est. Mais c'est génial parce que oui, dès que tu vois la patiente, j'allais dire, le personnage, tu te dis oui, elle est dans un plan astral quoi. Elle interagit avec d'autres choses, mais tu le vois pas. Et ça amène à une des plus belles scènes du film. Je vais spoiler comme un bâtard, mais c'est le meurtre du propriétaire de l'appartement. Et en fait, là, il y a un long plan séquence où en fait le propriétaire de l'appartement vient chercher le loyer. Il se rend compte qu'en fait, elle a mis l'appartement sans dessus-dessous, mais il se trouve que il voit les jambes nues de Catherine Deneuve et du coup, il a envie de coucher avec et il va passer un moment à essayer de la draguer et puis après de lui faire une proposition et de lui dire on peut oublier le loyer, mais il va falloir être très très gentil avec moi, quoi, grosso modo. Et là, il y a un long plan séquence où la caméra en fait suit le propriétaire pendant qu'il est en train d'essayer de draguer Catherine Deneuve. Catherine Deneuve qui n'écoute absolument rien de ce que lui dit le propriétaire. Elle reste comme un pivot au milieu du cadre en permanence, tandis que la caméra oscille et qu'elle reste au milieu et qu'elle est en train de penser à autre chose. Et dès que ce type s'approche, il y a quelque chose qui ressort de ses visions, parce qu'il y a une des visions récurrentes qui revient, c'est un type qui la viole tous les soirs quand je pense qu'elle a été violée dans son passé. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, parce que ça parle probablement de pédophilie. C'est une des premières visions, c'est une des premières visions qu'elle a quand même dans sa chambre. Le type on sent le stress post-traumatique après ça, quoi.
Bah, elle a un rejet des hommes global. Oui, voilà. Et donc ce type s'approche et là tout d'un coup elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui se passe dans son environnement. Il y a tout ça qui ressort et elle prend ce rasoir et là il y a un meurtre extrêmement violent avec une musique qui ressemble à Psychose. Ouais. C'est le film qui veut pas faire du Hitchcock mais qui en fait un peu malgré lui. Qui en fait un peu, ouais. C'est du genre qui se bat aussi contre ce démon-là, quoi. De pas trop copier, ouais. Comme Hitchcock, mais. Oui, non, mais je pense que c'est Hitchcock caméra à l'épaule un peu. Sous-entendu de pédophilie me paraît quand même assez évident. Bon, c'est un peu drôle quand ça vient de Roman Polanski, mais. Il y a un événement. Oui, il y a un événement traumatique. Il y a aussi sa fascination, tu sais, pour les nonnes qu'elle a à côté de chez elle. Enfin, les sœurs, il y a un couvent à côté, et cette espèce de truc de me dire, tu vois, parce que dans l'histoire du personnage, je la vois bien en train de se dire, tu sais, les nonnes, elles se sont extraites de leur sexualité, tu vois. Alors que elle, forcément, elle en est entre guillemets toujours la victime parce que voilà, des gens viennent lui faire la cour. Ça vient plutôt d'un truc de recluse aussi. Hein. C'est des nonnes qui se protègent du monde extérieur, qui vivent seules dans un monde qui est dans la foi, donc dans un monde très intérieur, qui parle. Et dans la joie quand même, parce qu'elles s'amusent tout le temps. Elles sont tout le temps en train de jouer à la balle ou à faire des trucs comme ça. Donc. Mais c'est ça, c'est la vie à l'extérieur de l'appartement, c'est-à-dire elle le regarde à travers une petite fenêtre, cette vie qui se passe au dehors. La caméra ne sort jamais pour observer ce qui se passe, et tandis qu'elle reste recluse dans son appartement, dans son esprit, etc., etc. La vie se déroule sous ses yeux. Il y a quelque chose de très beau dans ces plans, je trouve, de la rue comme ça. Mais c'est surtout, c'est des choses qui existent au son, quoi. C'est pareil, il utilise ça. Il y a les pas sur moi au départ. Il y a ces pas comme ça qui sont toujours très très forts, comme si ça martelait. On a presque mal à la tête pour elle, en fait. Et oui, il y a les nonnes comme ça qui rient. Il y a des espèces de trucs étranges comme ça qui sont installés. Les gouttelettes d'eau dans la salle de bain aussi. Il y a vraiment le tic-tac de l'horloge. Il y a des de l'horloge. On est vraiment dans aussi un bruit de train. On a l'impression que la station elle est à l'intérieur de l'appartement en fait, et on sait pas si c'est un véritable son qui vient de dehors ou si c'est elle qui l'imagine, quoi. Mais c'est ça qui est hyper bien fait, c'est parce que c'est à la fois des choses très quotidiennes, donc en même temps c'est perturbant la manière dont il les traite. Mais c'est pas comme s'il mettait des sons étranges, il met des sons très quotidiens auxquels on s'attendrait dans la et après qui l'amplifie, etc. Donc c'est ça qui nous perturbe en fait beaucoup dans la lecture au départ. Et surtout il y a un truc en fait que j'aime bien, ça me rappelle à une série qui est sortie récemment et dont un des personnages était schizophrène, c'était Horace and Pete de Louis C.K. où Steve Buscemi en fait jouait un personnage schizophrène qui prend des médicaments pour se soigner, et à un moment donné en fait il se trouve que le traitement marche plus et le médecin veut plus lui prescrire ses médicaments, et là il y a un moment où il lui reste encore certains de ses médicaments et il sait qu'il va retomber dans la folie. Et il y a un moment très beau à ce moment-là, c'est il y a son frère qui lui dit mais en fait même si t'as plus ces médicaments on va s'en sortir, on va t'aider, il va se passer quelque chose. Et là il y a Steve Buscemi qui rentre en colère et qui commence à me dire mais en fait tu crois vraiment que c'est facile? Tout le monde parle de la schizophrénie, on la voit au cinéma, c'est Russell Crowe dans Un homme d'exception, et alors c'est gentil, il y a une petite fille qui la suit, un monsieur gentil, mais essaie de vivre avec le sol qui essaie de t'attaquer avec des dents, quoi. Et en fait il a raison, c'est vrai que souvent au cinéma quand on parle de schizophrénie il y a cette idée, tu vois, qu'en fait tu rencontres des gens ou que ça va être quelque chose juste comme ça. L'handicapé au cinéma est souvent un génie, hein. Ouais, c'est ça. Et là il y a un truc, c'est-à-dire que Répulsion c'est littéralement le sol a des dents et attaque Catherine Deneuve, quoi. C'est ça le truc, et ça montre quelque chose. Non mais c'est vrai, il y a le couloir, la scène du couloir avec les bras qui sortent, elle est géniale, c'est terrifiant, quoi. Et en fait c'est le seul truc dont je me rappelle. Pour le coup, tu vois, je l'ai vu il y a 15 ans, ça veut dire, je pense, ou quelque chose comme ça. Mais ça m'a marqué, tu vois. Je me suis dit quand est-ce que ça va revenir, cette scène. Mais oui, c'est vrai que c'est tabou. On a l'impression qu'on est obligé de lui donner un bonus si on lui donne un malus à un personnage dans le cinéma comme ça, tu vois. Ouais. Et on a du mal à dire non mais en fait c'est chiant, quoi. Enfin, voilà. Et avec des trucs même ce truc de super pouvoir, c'est, je sais pas si vous vous souvenez de cette série télé qui s'appelait Monk. Sur un avec Tony Shalhoub. Non, c'est un policier qui a des tocs en fait, mais super grave, et en fait qui se met à devenir un super détective quand il arrête de prendre ses médicaments parce que ses tocs le rendent obsessif, et ça fait que il peut regarder tous les éléments qu'il y a dans une scène et les analyser. J'ai envie de te dire, bon alors si t'es fou, prends pas tes médicaments et tu vas devenir un super héros. Il y a un truc très bizarre dans ça, tu sais, comme ça qui c'est vrai que la folie c'est souvent un truc mais oui, c'est
Non mais oui, c'est difficile parce que oui, pendant très longtemps, enfin ça commence à peine à changer de se dire que ton cerveau fait partie de ton corps et te faire soigner, ça revient à genre prendre aussi ton insuline pour du diabète quoi. Mais on a encore de manière générale dans la société un peu cette façon de dire non mais si tu peux décider d'aller mieux au niveau de la santé mentale, tu sais, c'est genre oui non mais arrête d'être dépressif, soit tu vois ou un truc comme ça, tu arrête d'être schizophrène, t'as qu'à arrêter plutôt au lieu de continuer. Regarde, moi j'y arrive. J'y arrive. Non, mais c'est vrai. Hein. Bah, en même temps, on a eu ce discours-là sur les homos pendant très longtemps. On a été persuadé que c'est bon. Hein. Il fallait faire non, mais là, les homos, vraiment. Bah là, peut-être que maintenant, c'est la schizophrénie. Non, mais c'est vrai que généralement, dans le cinéma, quoi, il y a une façon aussi de s'excuser de parler de ce sujet, peut-être sans être schizophrène. Ouais, on n'est pas nous-mêmes schizophrènes, comme on parlait, donc on va être sympa avec eux. Ou alors, c'est le très très méchant, ou c'est les très très méchants dans les films. Mais effectivement, là, peut-être Polanski, il a trouvé la solution en n'ayant pas conscience de parler de la schizophrénie, mais en faisant juste le portrait de cette fille qui... Mais surtout parce qu'il y a autre chose de ça, en fait, qui ressort dans le film, et je sais pas si c'était conscient ou quoi, mais c'est-à-dire la manière dont il parle de cette maladie dans le contexte du monde contemporain, en fait. Et parce que ce qui se passe, c'est que les personnages qui l'entourent sont en plus... généralement plutôt bienveillant, que ce soit sa patronne, tu vois, dans le salon de beauté, ou sa sœur. Il y a des moments où elle peut s'énerver contre elle, mais on peut le comprendre aussi, parce qu'elle est un peu spéciale, tu vois, donc... Mais au final, il y a énormément d'amour pour ce personnage, et pourtant, il y a personne qui se rend compte qu'il y a quelque chose de grave, en fait, qui se passe chez elle. Et au-delà de ça, il y a un motif, en fait, qui revient tout le temps dans le film, qui sont les habitants de l'immeuble. Et c'est-à-dire que, par exemple, à un moment donné, il y a son soupirant qui défonce la porte de l'appartement, et il y a une vieille dame qui sort pour voir ce qui se passe, mais qui s'occupe pas, qui s'en occupe pas, qui regarde derrière, qui reste pour observer. C'est Roman Polanski, du film, cette dame, c'est Roman Polanski. Qui s'est déguisé. Ouais. C'est génial, j'adore. Ok, j'ai envie de revoir le truc. Ah ouais, moi aussi. C'est génial. Et à la fin du film, il y a tous les habitants de l'immeuble qui viennent dans l'appartement et on comprend qu'ils ont jamais adressé la parole aux deux jeunes femmes, parce qu'il y en a même une qui dit ah non mais je crois qu'elle me parle pas anglais. Il y a l'autre qui dit si je crois qu'elle parle anglais. C'est-à-dire ils savent même pas, tu vois, s'ils peuvent communiquer avec elle. Et sachant que c'est un film sur cette maladie qui s'accentue avec cet isolement, ce que développe Polanski, c'est cette chose de la solitude des métropoles contemporaines aussi, quoi. Ouais, c'est vrai, et de comment cette folie s'accentue à travers ça. Il y a quelque chose d'assez beau sur ça aussi. C'est-à-dire que c'est possible que cette chose se soit atténuée si elle avait vécu en communauté, en fait, si elle avait été beaucoup plus proche, tu vois. Mais on sent en plus que, du coup, parce qu'au départ, la fille devait être anglaise, mais Polanski choisit d'en faire une expatriée. Lui-même ne parle pas la langue, il est dans une ville qu'il connaît pas, quoi. Donc il y a forcément un lien, il y a quelque chose je pense qu'il arrive à être aussi pertinent, parce que voilà, il imite lui, mais je sais, oui, et puis dans le salon, vous avez vu cette espèce de salon dans lequel elle travaille, c'est une usine, en fait. Ouais. Ça grouille. Oui, tu es dépersonnalisé. Mais les gens, les clients ne la regardent pas parce que les clientes sont bardées de crème et de machin. Il fait que des gros plans sur des clientes qui sont aveuglées et qui ne la regardent pas. Elle est juste au bout de la chaîne à faire ses ongles. Et même quand elle déconne et quand elle commence à disparaître, les gens ne la remarquent même pas en fait. Elle disparaît 3 jours, sa patronne elle la reprend parce que 3 jours de plus, 3 jours de moins, en fait c'est une espèce de petit maillon au milieu d'une machine en fait qui fonctionne sans elle, quoi. Et ça il l'installe très très bien. Et se rend pas compte, et juste après en fait là il y a elle va pas bien et elle blesse une cliente par inattention, et il y a une de ses collègues qui va l'aider à se rhabiller pour sortir dehors. Elle ouvre le sac à main, elle remarque qu'il y a une tête de lapin dans son sac à main. C'est pas l'organe, c'est pas le cœur du lapin. C'est peut-être le cœur. Je sais pas que c'est sa tête, parce qu'après on voit il y a un plan sur trop gros le lapin, en fait, mais il y a plus sa tête. Ouais, c'est ça, oui, elle a mis la tête, oui. Le lapin a déjà commencé à pourrir. Hein, et c'est-à-dire qu'elle voit qu'il y a quelque chose qui va pas, elle ouvre le sac, elle voit une tête de lapin mort à l'intérieur, elle referme le sac, elle le lui donne et il s'en va. C'est-à-dire, elle se rend pas compte qu'il y a quelque chose de très grave qui se passe, quoi. En fait, elle ne le veut pas. Il y a un truc, C'est littéralement ce que je me suis mis comme note sur mon téléphone pendant que je dis, à la limite, une erreur de manucure. Ok, c'est pas grave. Le moment où t'as une tête de lapin quand même dans ton sac à main, c'est le moment où on devrait... Non, mais surtout, c'est pas une erreur de manucure parce qu'elle l'attaque, hein. Si on regarde bien la scène, c'est pas une bien sûr. Attention, hein. Oui, non, mais je veux dire, d'un point de vue extérieur, tu vois, quelqu'un qui n'avait pas assisté à la scène, tu dis, bon, elle s'est chiée, elle va pas bien en ce moment, mais la tête de lapin, quand même. Et cette manière, le premier, parce qu'il va y avoir 2 meurtres, le premier meurtre qu'elle fait, c'est son soupirant, cette manière dont elle le tue, mais là aussi, on voit la grande actrice, quoi. C'est vraiment, elle le fait comme si elle allait, comme si elle achetait du pain, en fait.
Elle le tue Bah, comme c'est si la elle achetait du pulsion, pain. c'est Il y a une pulsion, et après il y a le long moment où elle s'en rend pas compte, et puis tout d'un coup elle lâche un cri, et quand elle voit le cadavre, en fait, qu'elle a elle-même Oui. fabriqué, Oui, en c'est parce fait. qu'elle est quoi. dans un temps de retard, quoi. J'ai l'impression qu'elle vit sur deux trucs. Ouais. Et en fait, au départ, il devait y avoir 3 meurtres. Ils ont tourné 3 meurtres quand même pour la petite histoire, qui a été coupé au montage. Il y en a un troisième en fait qui l'a coupé parce que c'était le meurtre d'une femme. C'était le meurtre de la femme de l'amant de sa sœur. Ah, Donc, sa parce sœur a un que amant celle qui est qui marié. l'a qui appelé, appelle à un ouais, moment c'est- donné, Qui d'ailleurs. appelle et elle vient et en fait elle l'a tué. Et en fait au montage il s'est rendu compte que ça ne pouvait pas fonctionner, c'était pas dans la logique et ça faisait vraiment d'elle une espèce de serial killer, ce qui n'était pas le cas en fait. Ce qui, Oui, parce que c'est une peur du sexe, quoi. c'est une il peur a- du sexe, une peur ouais, c'est vraiment de l'ordre de la pulsion. Et là, d'un coup, ça devenait autre chose. Et donc, il l'a coupé, oui. il l'a coupé au montage. Mais au départ, il y avait raison. ce troisième meurtre qui était prévu. Je voudrais juste rapidement Mais revenir effectivement, sur le... Parce qu'en fait, je réfléchis à un peu un triptyque des films de Polanski sur cette espèce d'isolement urbain, parce qu'il y a dans des appartements, il y a Rosemary's Baby, il y a le locataire aussi. Et le Et locataire. Ouais. c'est marrant, ouais, enfin, que ça l'intéresse, c'est que ça le fascine aussi, ça. Mais c'est ce qui fait que le film est plus universel que juste une représentation de la folie. Contrairement à un film, moi je pense qu'il y a un autre film qui est très proche de Répulsion aussi, c'est Clean Shaven de Lodge Kerrigan, qui ressemble à ça, mais c'est vrai que le film de Lodge Kerrigan, c'est vraiment une analyse de la sociopathie, Oui. tu vois, de quelque chose comme ça de trait. Et par ce thème de l'isolement, en fait, j'ai l'impression que Polanski parle de quelque chose de plus large et qui peut s'adresser à beaucoup plus de personnes, en fait. Ouais. Tu vois Oui, ce le que je fait veux dire de ne plus faire attention à l'autre, à autrui, parce que on vit dans une société à la base d'isolation, en fait, tout bêtement. Ouais. Mais c'est vrai que... Surtout dans les grandes métropoles. Voilà. À chaque fois, c'est des appartements, quoi. C'est vraiment le lieu sain, comme ça, dans lequel on peut se perdre dans sa propre solitude. Absolument. Petite chose qui m'a gêné par contre dans ce film, c'est que pourquoi les Belges ne parlent pas en français quand elles sont que toutes les deux. Ok. Et ça du coup je l'excuse parce que tu viens de m'apprendre du coup Alice que en fait ils ne parlaient même pas anglais à l'époque. Donc je me dis oui c'est possible qu'ils les aient juste laissé parler qu'une seule langue au final. Mais Moi, je pense que c'est une nécessité, effectivement. Quoi, les Anglais, on sait quoi, juste de production et qu'il a accepté de faire ça. Je pense que c'est pas le plus important dans son film et qu'il a accepté. ouais de laisser couler. Et puis c'est tellement des Françaises qui parlent anglais, c'est toujours très charmant, c'est toujours très sexy à l'oreille anglaise. Donc voilà, ça rajoutait un peu le côté sexy. Catherine Deneuve qui parle anglais quand même, je pense qu'un anglais roucoule en l'entendant. Ouais. Voilà. Ah, et il y a quelque chose dont on discutait avec Alice avant d'enregistrer aussi, c'est de parler de ce début de carrière de Catherine Deneuve, parce que c'est vrai qu'en début de carrière, on la voyait toujours dans des personnages introvertis comme ça. Et il y a quelque chose qui change dans quelques années plus tard, avec des films comme les Demoiselles de Rochefort ou la Sirène du Mississippi. Ouais. Je pense que le vrai tournant, c'est les Demoiselles de Rochefort, où d'un coup, elle devient lumineuse, c'est une fille entêtée, qui a un but, qui part quand même de sa province pour aller conquérir Paris. Et c'est vrai que là, d'un coup, Catherine Deneuve devient une star, en fait, aussi. Il y a la Sirène de Mississippi, elle va tourner à Hollywood, et c'est d'un coup, alors que Catherine Deneuve c'était la découverte française sympathique, mais qui est restée la petite sœur d'Orléac, d'un coup elle devient une star. Mais c'est vrai que jusque-là, en fait, c'est un de ces films... Et elle rejouera plus jamais des rôles comme ça par la suite. Exactement. Donc moi, avis au réalisateur, je pense qu'il faut offrir un nouveau rôle comme ça à Catherine Deneuve. Ouais. Il faut la sortir de l'épisode de la mais c'est ça, c'est marrant ça, parce que du coup, mais est-ce que ça arriverait qu'on redonne un rôle comme ça à quelqu'un qui a été extraverti dans d'autres rôles, tu vois, parce que mais j'aimerais bien, mais parce que ce qui est dommage en fait, c'est que j'ai l'impression que le trajet d'un acteur, c'est toujours de l'introverti vers l'extraverti. Tu peux prendre Al Pacino aussi par exemple, tu vois, avec Michael Corleone au début et puis et non, mais c'est parce qu'en fait Michael Corleone à la fin, quoi, même dans la dans le Parrain 3, c'est devenu voilà, c'est assez drôle comment Coppola aussi en fait il y a le contexte du showbiz du cinéma, tu vois, qui va influer sur le rôle que tu vas proposer à quelqu'un, en fait, tu vois. C'est toujours plus facile d'avoir j'ai une ingénue, elle va pas dire 4 mots dans le film, et finalement dès qu'on lui donne plus en plus de dialogue au fil des films, on se dit non, en fait on va
plus pouvoir lui donner. Pourtant, comme je disais, à partir de la 40e minute jusqu'à la fin, c'est très difficile à jouer, je pense, quand même. Donc, Oui, mais elle le fait aussi parce que elle, c'est une période de sa carrière. Enfin, on peut. Adjani a joué aussi des filles qui étaient prises comme ça de folie. Là. On peut Puissance 10, ça d'ailleurs. Puissance 10. Non, mais en fait, le truc, c'est que. Non, mais au moment où Deneuve fait ce film, c'est pas. Ok, les parapluies ont été à Cannes, etc. On a commencé à parler d'elle, mais c'est pas. Elle a pas ce cabotinage et ni cette pression que peut avoir une vedette, tout chose comme ça. Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, l'impact de la caméra va pas jusqu'à elle, en fait, qu'elle est pas dans un rapport de comédienne encore à cette caméra, parce qu'elle est pas habituée à l'image qu'elle peut. Elle a pas encore conscience peut-être de la durée aussi que ça prend. Une fois que t'es filmé, c'est toute ta vie. Les films vont être revus. Je pense que donc il y a quelque chose de très simple en fait dans la manière qu'elle a d'interpréter ce rôle, qui est sur 2-3 notes extrêmement précises. Hein, elle joue très très bien, mais on n'est pas du tout sur un numéro de comédienne. Et pourtant, j'adore Adjani dans ses rôles de plus cérébraux. Voilà. Oui, non mais j'ai rien contre les numéros d'actrices comme ça. Il y a des choses très belles aussi qui en ressortent, mais en tout cas là, Deneuve, elle est pas du tout là-dedans en fait, du tout. Mais c'est vrai que j'aimerais la revoir. Pourquoi pas? Peut-être que Polanski pourrait refaire un film avec Catherine Deneuve. Ce serait trop bien. Ça serait très beau. La suite, tu sais pas? Voilà, mais, avec le même personnage. Mais il y a quelque chose malgré tout, et c'est vrai que j'y repensais. Et en fait, je pense sincèrement que Catherine Deneuve a peut-être la filmographie la plus parfaite de tous les acteurs. Alors en moi, fait. je prêche une convaincue, parce que moi je le dis, je le répète, j'ai découvert le cinéma grâce à Catherine Deneuve, donc voilà. Non, mais parce qu'il y a quelque chose, c'est-à-dire il y a aucune période faible en fait dans la filmographie de Catherine Deneuve. Il y a des films un peu plus faibles, mais pas des périodes. Tu vois ce que je veux dire? Il y a pas de traversée du désert dans les 10 premières années, tu passes de Vadim à Jacques Demy à Polanski, et pour finir avec Buñuel, quoi, rien que ça, si tu regardes Catherine Deneuve dans l'ordre, ça t'ouvre des portes, puis après l'enchaîner avec Truffaut, quoi, tu commences à enchaîner des choses. Elle est assez pointue dans ses choix. Hein. Elle a quand même joué dans les premiers Ozon, quoi. Elle ose aussi. Alors après, le problème, c'est que moi, je trouve que c'est les rôles aujourd'hui. C'est toujours difficile, on essaye de la rendre plus rock'n'roll, voilà, pour dire, tu joues une dame de ton âge, mais attention, elle est rock'n'roll. C'est toujours, on essaye de lui intégrer comme ça une espèce de part de jeunesse qu'elle a pourtant par ailleurs, elle a pas besoin de ça. Donc moi, c'est vrai que là, je commence à avoir besoin d'autres rôles de Catherine Deneuve. Je trouve que ça fait 4-5 ans que on lui propose un peu toujours les mêmes choses. Non, je suis d'accord, ouais, la grand-mère extravertie. Oui, exactement, c'est la grand-mère extravertie qui a encore une sexualité à 70 ans. Je dis super, alléluia, mais bon, presque ça me paraît assez naturel. Et en fait, en revoyant La Répulsion, je me suis dit, il faudrait qu'elle puisse retourner. Utiliser toutes ces autres facettes aussi, qui sont plus trop utilisées. Et j'avais une question, qui est-ce que, admettons, on remake ce film, qu'est-ce que vous verriez dans le casting? En fait, comme on l'a dit déjà, il y a déjà eu des remakes et genre Isabelle Adjani, c'était un choix parfait, tu vois, pour aujourd'hui, dans le monde, tu vois. Moi, je pense qu'il faut une inconnue, il faut quelqu'un. Non, moi, je pense qu'au contraire, si on doit faire un remake, et le remake parfait, ça serait effectivement la découverte d'un visage, et ça serait assez beau. Je pense que il faut pas tomber justement dans le numéro de comédienne. Et après, même pour les seconds rôles, je pense que ce film aussi a cette capacité à pas trop vieillir parce que on est assez, il y a pas de, j'ai l'impression qu'on n'est pas dans la caricature, ou même dans des seconds rôles avec des acteurs connus pour faire une espèce de faire valoir qualité cinéma, qualité Hollywood. Donc un remake, effectivement, idéalement, ça serait un réalisateur ou une réalisatrice qui arrive à retrouver ça en fait. Mais c'est vrai que j'étais en train de penser, je sais pas qui, parce que même de la même manière, Isabelle Adjani dans Possession, c'est les potards sont poussés à 150 à peu près, tu vois. Il y a une espèce de truc, c'est-à-dire il y a pas l'introversion, c'est vraiment c'est la version volcan qui explose de Catherine Deneuve, quoi, on va dire, tu vois. Il y a quelque chose, il y a quand même une scène de 11 minutes dans les couloirs du métro où Isabelle Adjani crie et se renverse du lait dessus, quoi. Ouais. Et elle se renverse du lait en te regardant en disant, regarde, maintenant je vais faire la comédienne qui se renverse du lait dessus, sur moi, et je suis folle. Mais après, c'est quasiment touchant là-dedans aussi, dans le fait qu'on la voit jouer, quoi. Il y a un truc qui devient presque trop méta. Mais c'est autre chose. C'est tellement méta que ça devient beau, quoi. Moi, j'ai mal pour ses cordes vocales, parce que sans doute qu'elle a dû être à fond pendant des mois après ce tournage, je pense, mais... Ah non, mais c'est qu'elle se donne à 350%, c'est impressionnant. On assiste au départ, on est d'ailleurs,
elle a toujours dit qu'elle a regretté de le faire, ce film, parce que elle Ah a ouais beaucoup perdu. Ouais, parce en fait, le réalisateur lui demandait énormément, et ça a été très très dur pour elle, en fait, de s'en remettre. Et surtout, le problème de ce film, c'est que maintenant, c'est un film YouTube, en fait. C'est un film qu'on voit que par extrait. Non, mais parce qu'il faut le dire, Possession, c'est un nanar d'auteur, hein. Oui, mais il faudrait presque le revoir. Bon, j'ai jamais réussi à le revoir en entier, mais je trouve ça dommage que Possession, ça soit maintenant le truc où on se marre, on voit Isabelle Adjani pendant 11 minutes dans le métro, parce que clairement, c'est comme ça qu'on le découvre aujourd'hui. Ouais. C'est presque un peu dommage et cruel pour Adjani, parce que si on le revoit comme ça, c'est pas très... Et d'ailleurs, la grande différence qui fait que pour moi, Possession est un nanar, j'ai de la sympathie pour le film, mais c'est un nanar, et que Répulsion est un grand film, c'est que aussi dans Possession, en fait, il n'y a pas un personnage qui soit normal, ils sont tous fous. Oui. Et tandis que dans Répulsion, c'est vraiment, tu vois, on prend un personnage et les autres tournent normalement autour d'elle. Et c'est ça qui fait qu'en fait, il y a quelque chose de gênant. Et qui fait que Catherine Deneuve a pas besoin d'en faire des caisses, en fait, tu vois, pour que ça passe. Ils sont pas tellement fous, disons qu'ils sont à côté de la plaque, quoi. Ils sont... Oui, mais c'est ça, mais je veux dire, c'est des gens lambda autour, tu vois ce que je veux dire. Tandis que si tu prends le personnage de Sam Neill et du prophète polonais dans Possession, ça va loin quand même, hein, c'est... Ne serait-ce que l'idée même de remake, par rapport à ce que tu disais, d'avoir quelqu'un qui n'est pas une comédienne en train de... Enfin, en tout cas, qui ne se voit pas comme une comédienne en train de faire quelque chose. Oui, en fait, on perdrait, ne serait-ce que par l'intention du remake, parce que justement, on a le premier degré de Polanski qui dit, ok, c'est une commande, alors je vais faire ça, et on a le premier degré de Catherine Deneuve qui est en mode, je suis pas une diva, et je vais juste jouer ce qu'on me dit de jouer. Peut-être que c'est ça aussi qui ressort le c'est plus. Catherine Deneuve qui est pas connue, qui va faire un film indépendant, anglais, aberrant. Voilà. Et même le côté, ce que j'adore aussi, c'est, tu vois, Catherine Deneuve, quand tu la vois dans Répulsion, elle va pas chercher, t'as pas l'impression qu'elle cherche les bonnes critiques, t'as pas l'impression qu'elle cherche l'Oscar. Exactement. Et si tu compares, par exemple, quand tu regardes Black Swan, tu vois que Nathalie Portman fait le film parce qu'elle veut un Oscar, voilà. qu'elle fait tout pour l'avoir, tu vois ce que je veux dire. Avec un Oscar c'est pour ça, à partir du moment où tu te dis, on va faire un remake de quelque chose, à partir du moment où tu te dis, oui, mon film va parler de ça, et il y a cette espèce de, peut-être une prétention qui va faire que le travail que tu vas y fournir ne va pas permettre d'avoir cette... Moi, peut-être que je vais parler d'un film qui est pas le remake, mais un film qu'on aime beaucoup avec Arnaud, qui va bientôt sortir, s'appelle Le Jeune Femme. Ah, non, mais oui. Je sais, qui était Un certain regard cette année, qui est réalisé par Léonore Serrail. Et même si c'est pas du tout le même film, on parle pas c'est pas un film de genre, mais ça reste le portrait d'une femme, et d'une femme qui est décrite ou prise pour folle par son entourage. Mais qui l'est pas, par contre. Hein. Et qui l'est pas. D'accord. Le contraire, en fait, de... Et peut-être que c'est pas j'ai l'impression que si on devait presque parler de remake, ou en tout cas de film, moi, là, aujourd'hui, vraiment, dans le premier film, aussi dans des contraintes très fortes économiques, parce que c'est un premier film qui a pas eu beaucoup d'argent, et elle s'est concentrée sur sa comédienne, et je pense qu'effectivement, il y a un geste, en tout cas, qui peut être très proche, et sur la folie, un dialogue peut-être des années après qui est intéressant peut-être à faire. Soit dit en passant, je viens d'y penser, mais s'il y avait un remake, Laetitia Doche, elle serait pas mal, en fait. Non, mais c'est exactement, c'est en pensant à Deneuve et qui, tu vois, depuis tout à l'heure, je me dis Laetitia Doche, parce que c'est Laetitia Doche qui joue dans Jeune Femme. Et en tout cas, je pense qu'il y a des choses à faire, en tout cas effectivement sur la perception, sur sur comment savoir qu'on est fou, comment l'échelle de folie, quoi. C'est surtout un truc intérieur, parfois des moments où on craque, parce que c'est l'histoire d'une femme qui craque, et je pense que la Deneuve aussi, elle craque à un moment donné. Bon, Deneuve, c'est vraiment de la psychiatrie pure, mais je pense qu'effectivement, moi je pense à ce film-là, peut-être c'est pas un remake direct, mais c'est un dialogue qui peut être fait. Et c'est vrai qu'il y a aussi quelque chose sur la solitude du monde contemporain dans le film de Léonore. Léonore. On parle de ça, et donc ce film sortira bientôt en salle, et je vous encourage très vitement à aller voir la prochaine... en septembre, allez voir la prochaine Roman Polanski. Et il paraît qu'il y a quelqu'un qui a un second rôle dedans, et qui fait régulièrement des podcasts. Très bien, on verra alors, ce sera une surprise. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, mais c'est marrant la perception de la folie, parce que j'étais en train de penser à un truc assez dans le film. Catherine Deneuve venait de tuer 2 personnes, et je me suis vraiment dit, ah, elle est folle quand elle était en train de repasser sans que le fer à repasser soit branché. Tu vois. C'est vrai en plus. C'est vrai, t'es pas fait avec moi, c'est exactement ça. Qui du coup, d'après vous, est le fou le plus inquiétant du cinéma?
Enfin, n'importe quel rôle, hein. Pas forcément quelqu'un qui, comment dirais-je, pas inquiétant forcément dans leur violence. En tout cas, qui est-ce qui le fait mieux, d'après vous? Est-ce que vous avez un je sais pas, personnage je vais sortir un cliché, mais Nicholson dans Shining, quand même. Nicholson, c'est quand même l'homme qui a rendu la folie désirable. Hein. Ah ouais. Ouais. Moi, je peux parler de désir avec Nicholson faux. C'est la première fois que t'as envie de te taper quelqu'un qui est dans un hôpital psychiatrique, quoi. C'est vrai. Nicholson, d'ailleurs, habitué à ça, hein, parce que avec Vol au-dessus d'un nid de coucou aussi, il aime bien faire ce genre de personnage, je pense. Ouais. Après, non, mais même dans le Scorsese, moi, dans ce départi, il est génial. De départi, et ouais, absolument. Ouais. Il est génial. Des gens instables. DiCaprio aussi flirte avec ce genre de désir. On sent que il peut avoir envie. Depuis qu'il bosse chez Scorsese. Depuis qu'il bosse chez Scorsese, on sent que peut-être il est allé un peu moins fort, mais en tout cas, oui, il va vers là et. Il y a quelque chose quand même que j'ai envie de dire sur la représentation de la folie dans Répulsion. Il y a quelque chose que je ne peux pas pardonner à Roman Polanski dans ce film, c'est qu'il a créé le cliché le plus insupportable du cinéma, c'est-à-dire quand une femme est folle, elle se met du maquillage et elle en met un peu partout. Ah oui, c'est vrai. Non mais de toute façon, il y a beaucoup de clichés, quoi. Ne serait-ce que les gros plans sur les objets qui vont devenir... c'est devenu quelque chose qu'on a énormément vu, et Alors, en fait, c'est surtout ça. Quand je l'ai revu, parfois j'ai vu tellement de tics maintenant de jeunes réalisateurs qui veulent faire ça. Donc, moi, en le revoyant, j'ai eu l'impression que c'était un film qui était bourré de tics, alors que ça l'est pas. Mais c'est juste que ça a été tellement réutilisé et mal parfois. Parce qu'en plus, il y a un truc, c'est, je viens de réaliser quelque chose. J'ai l'impression que dans la représentation de la folie et surtout dans la représentation de la folie féminine, il y a, on dirait, des passages obligés. C'est-à-dire, j'ai l'impression de voir beaucoup plus de variété dans la représentation de la folie masculine. Et quand on parle de folie féminine, on revient toujours, tu vois, sur ces trucs de maquillage, sur ces trucs de sexualité, toujours, d'hystérie. Et d'ailleurs, c'est peut-être la différence entre Répulsion et les autres films. Et c'est pour ça que Adjani dans Répulsion aussi et c'est peut-être moins intéressant. C'est-à-dire qu'on repart dans cette hystérie. Il n'y a pas d'hystérie dans Répulsion. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, et c'est ça la différence. C'est-à-dire que la folie féminine, c'est pas forcément l'hystérie, quoi. Faut. Non, puis l'hystérie, c'est devenu tellement gros qu'on y a mis tellement plein de choses, juste des humeurs et des émotions que. On utilise le mot hystérie pour des femmes à chaque fois qu'elles pleurent, quoi. Donc. Mais à la décharge de Polanski, là, je dirais que c'est normal parce que dans celui-là, parce que elle est esthéticienne justement. Tu vois. Oui, non, mais attention, c'est pas dans ce film que je trouve ça. Oui, mais c'est pour ça, et c'est assez ouf que on se dise du coup que ça crée des patterns qui sont repris par tout le monde pour effectivement la folie féminine, même si ça ne va pas en fait avec ton personnage féminin dans notre film, parce que là ça lui va à elle en tout cas. Non, et puis dans l'époque, moi je pense que dans l'époque, effectivement, de toute façon, une femme qui sortait, quoi, les femmes le maquillage était plus attendu, quoi, il y avait un truc aussi, bon, elle travaille dans un truc d'esthétique où il y a, voilà, elle est censée effectivement être impeccable, donc le maquillage fait partie de ça. Je pense que c'est beaucoup plus fort en le remettant dans les années 60 qu'aujourd'hui. Oui, forcément. Ou peut-être à part effectivement si une femme fait encore un métier où on exige d'elle qu'elle soit maquillée, ce qui serait quand même très mauvais signe. Mais bon. Parce que là on est beaucoup, on est vraiment, c'est-à-dire que quand tu vois le mec de la sœur de Catherine Deneuve dans Répulsion, il attend que sa copine lui fasse à bouffer. On est vraiment dans les rôles, tu vois. Ah oui, patriarcat complet. Il lui donne de l'argent pour remarques il fait des remarques aussi sur Catherine Deneuve. Elle est pas souriante. Elle est pas, du coup, elle est presque pas féminine, quoi. Il faudrait qu'elle se sorte un peu. Donc, oui, on est sur un regard, il accentue, de toute façon, toujours l'homme qui regarde la femme comme une proie, comme un truc, comme un des objets, d'ailleurs, parmi les cuisinières. Ah, oui. Très intéressant, ça, d'ailleurs, ouais. Que ce soit très centré sur les accessoires et qu'au final il montre les femmes comme des accessoires en fait, spécialement pour ce personnage-là qui est totalement ultra sexiste. Mais ok. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose dans ce film Répulsion, à part une non, note? on n'a pas parlé beaucoup du gore, finalement, de presque, parce qu'on a parlé beaucoup du début, mais faut pas oublier que c'est un film d'horreur, peut-être qu'on peut, je sais pas si on peut rajouter quelque chose là-dessus, mais Ouais, il y a quand même des images très fortes, on parlait des mains qui sortent des murs, mais un peu avant, il y a ce moment où aussi, elle s'approche du mur et le mur devient mou aussi, tu sais, il y a beaucoup de choses comme ça. En fait, ça paraît pas de l'horreur, mais il y a quelque chose d'une inquiétante étrangeté, en fait, en permanence dans cet appartement. Attention, très repris angoisse, aussi dans l'horreur pure et l'horreur fantastique, hein, avec Poltergeist ou des choses comme ça, tu sais, les murs justement de... Bon, après, Cocteau l'avait un peu fait aussi. Oui, hein, tu me diras. Cocteau
Cocteau, ouais. Cocteau, ouais, La Belle et la c'est Bête, vrai. qui fonctionne très Et très bien. c'est ça la différence entre les deux, L'enfermement, c'est-à-dire que Cocteau, en allant au bout de cette vision, en fait quelque chose de poétique et fantastique, et on remarque que ici, quand il le ramène toujours à quelque chose de beaucoup plus réel et beaucoup plus ancré dans le quotidien, ça devient de l'horreur, quoi. Les mêmes ouais. éléments, en fait. C'est surtout la manière dont ils sont utilisés, tu vois, Ouais. qui Qui change la donne. Donc voilà, il y a pas. Ah, Non, en fait, c'est un film qui reste inquiétant, même en le revoyant. Ah oui, c'est dérangeant. C'est assez, Euh, c'est très troublant. ouais, En fait. ouais. Et parce C'est qu'il y a un film truc qui nous met extrêmement mal à l'aise, même si on attend, parce que voilà, une fois, c'est un film qui peut se spoiler sans problème, en fait. Non, mais j'ai l'impression qu'on est. Oui, pas parce obligé, il y a que pas c'est ce- que sur la il y mise a en pas scène l'effet que... surprise, c'est ouais. quelque chose de très glaçant, ne serait-ce qu'en le revoyant, on est encore glacé, la mise en scène fonctionne encore. Et puis il y a des trucs sur les réactions à ces éléments fantastiques, c'est-à-dire une des premières fois, c'est-à-dire elle arrête pas de regarder les craquelures dans les murs et dans les sols, etc. Et la première fois qu'il y en a une qui apparaît de manière, c'est elle allume un interrupteur, le mur se fissure et il y a des monstres à l'intérieur, tu sais, comme ça. Et à ce moment-là, là pareil, j'adore la réaction de Catherine Deneuve, c'est-à-dire elle allume, la fissure apparaît, il y a les monstres et elle va dans une autre pièce de l'air de dire oh non pas encore. Ouais. Et c'est-à-dire nous, tu vois, c'est la première fois qu'on le voit et on sent à partir de ce moment-là qu'elle vit avec ça depuis très longtemps, en fait, que c'est devenu une partie de son quotidien, quoi. Il y a un truc... Écoutez, combien de miam vous donneriez à ce film, du coup? Ah, on donne des miams même pour ça. Même Ah pour ouais, le film, pourquoi pas. Ah, c'est dur. C'est difficile. Moi, je dirais 4 miam pour moi. Moi, j'y mets 4 miams, ce qui est déjà très bien, et Ce qui est très bien. je pourrais lui mettre plus, mais comme j'ai dit, en fait, je pense pas que ce soit mon Polanski préféré, Ouais. et sur le même sujet, j'ai tendance même à préférer Rosemary's Baby, par Pareil. exemple, que je trouve plus construit, et c'est vrai que vu que j'aime bien le travail de scénario, forcément, dans les... Non, et je pense que c'est dans les pas- films, il y a quelque chose qui me plaît plus, je pense, dans Rosemary's Baby, qui apporte ce même Je suis ce même totalement sujet. d'accord. Pour moi, par contre, c'est Moi, 5. Pour moi, c'est ouais. Ouais. Pour moi, c'est 4 Mm. miams. 4 miams aussi, parce que c'est un film où, effectivement, je pense que Polanski, il a pas eu le temps de faire vraiment beaucoup de scénarios. Ouais, il fait un scénario, mais quelque chose qui est pas encore totalement là, mais ça nous donne envie de voir la suite, en tout cas très fort, et ça installe beaucoup de choses. C'est un peu la base du Polanski. c'est ça. C'est un peu les pures comme si on prenait un condensé de Polanski, sans la densité parfois qu'il y a dans ses autres films, mais ça reste que... Parce qu'en plus, contrairement à tout ça, je pense que si je devais faire une liste des films à voir pour comprendre le cinéma, etc., je pense que je mettrais Répulsion en priorité avant Rosemary's Baby, Oui. même si je préfère Rosemary's Baby. Dans le sens où ça explique tout le cinéma de Polanski, mais au-delà de ça, ça explique tout un pan du cinéma contemporain aussi, quoi. Je pense qu'il est plus important dans l'histoire du cinéma. Et ça donne raison à ma théorie que Catherine Deneuve est une formidable porte au cinéma. Voilà, il faut commencer par Catherine Deneuve. Mais franchement, Donc, si tu est-ce fais que- la filmographie de Je Catherine Deneuve, le tu dis, traverses toute la Je le dis deuxième et je moitié. le répète, du- c'est mon dada, mais je dis toujours, vous voulez vous intéresser au cinéma. Parfois, il y a des gens qui demandent, ah, toi qui fais du cinéma, c'est quoi les films qu'il faut voir? Je dis, bah, prenez la filmographie de Catherine Deneuve et... Et vous regardez. Bon, il y a du boulot. Donc ça, pour aller jusqu'au est-ce que bout, ça veut dire mais- que si voilà, le jour où t'as un enfant, tu vas lui mettre genre, une petite figurine de Catherine Deneuve dès le Oui. début et que tu vas lui faire Oui, oui. connaître le cinéma via Catherine Deneuve? Par répulsion. Par Répulsion. Non, mais moi, j'ai été l'enfant qui a regardé du Catherine Deneuve, parce que Podane passe, je pense, 3 fois par an à la Ouais. télévision. Et vu que mes parents voulaient pas que je regardais Disney, à chaque fois qu'il y avait un film français un peu pour enfants, ça tombait que sur Podane. Donc c'est un film que j'ai beaucoup trop vu. Et forcément, j'ai commencé à faire une obsession sur les acteurs de Podane. Et donc oui. Ah oui, vraiment, c'est vrai qu'il n'y a pas que Catherine Ah bah Deneuve, non, il y a aussi... tout. En fait, vraiment, mes Podane est le film qui, je pense, a changé ma vie. Il y a aussi... J'ai voulu faire productrice à cause de. En fait, Jacques c'est Podane, Perrin, c'est voilà, le c'est film séminal de Alice Bégon, quoi. C'est ça qui Non, a je pense formé que je cette l'ai personne. tellement vu. Je l'ai tellement vu que je regarde une rose et je lui parle. Hein. vois Fais pas gaffe, comment ne lui ça- donne pas de rasoir, là. D'ailleurs, J'ai un attends, coup de oui, chou c'est vrai. aussi chez moi. C'est que, en fait, tu t'as parlé de gore et on n'a même pas parlé de cette scène, mais la scène du slicing avec le rasoir, Ouais. elle est dégueulasse. Elle est géniale de possible vraiment réalisme parce qu'on se dit, oui, non, en fait, tu sais, il n'y a pas de son quand tu, quand tu coupes. Ah oui, il n'y a pas le... Ouais. Non, il n'y a pas le son, mais en fait, c'est comme si Polanski passait 1 heure à nous préparer, il nous faisait mijoter, comme ça. Quasiment, il nous endort un peu. Comme un petit lapin. Faut le que- dire. Exactement, il nous fait mijoter comme un lapin, il nous prépare, il nous montre les choses, il nous met dans un état. On reconnaît même pas qu'on est fébrile, on n'en a même pas conscience, comme dans certains films d'horreur, on est conscient que la tension monte, mais là, c'est comme un peu malgré nous, et puis d'un coup, il nous attaque comme ça, et il nous a hyper bien préparé, on a très peur. Et à chaque fois qu'on le revoit, ça remarche. Et donc c'est merveilleux, hein, c'est vraiment une leçon de gore quand même. Ouais. C'est vrai, c'est vrai.
Bon, bah écoutez, je crois qu'on a tout dit de Répulsion. J'aimerais, dernière chose, ce qui va inaugurer une toute nouvelle section, c'est que j'en avais parlé la dernière fois du fan mail et d'une question. Alors, on n'a pas de temps pour la préparer, enfin, même si moi je l'ai lu avant vous, mais en gros, c'est David qui nous avait envoyé un message pour dire qu'il se faisait enlever les amygdales et qu'il allait rester du coup un week-end au repos et regarder des films. Et du coup, qu'est-ce que vous conseilleriez comme film? J'ai déjà répondu à cette question. C'est vrai? C'est Podane, quoi. Bah non, c'est tous les films de Catherine Deneuve. Ah mais oui, d'accord. Donc en gros, quand t'es malade et que t'es au lit et que tu dois te reposer, tu regardes tous les films de Catherine Deneuve, quels qu'ils Dans soient. l'ordre. Dans l'ordre. Comme une bibliothèque. C'est pas faux, au moins ça facilite la recherche. Tu vas sur IMDb, tu regardes, tu Exactement. continues. Moi, je crois que je peux que conseiller du bon vieux film épique hollywoodien à l'ancienne. Mm-hmm. Et pourquoi pas prendre le meilleur, donc Laurence d'Arabie, de David Lean. Bon choix aussi, mais il n'y a pas Catherine Deneuve, ce qui est vraiment manque au chef-d'œuvre. Oui, mais le truc, c'est que Laurence d'Arabie, t'as toute l'après-midi qui passe devant. Oui, ou alors tu peux faire l'intégrale de Roger Moore, un espèce d'hommage aussi, c'est pas mal, il vient de mourir. Moi je pense qu'on peut faire l'intégrale de Roger Moore, on se marre bien, on finit par des films assez sympas aussi. Comme ça, il faut être plusieurs pour se marrer devant les anciennes James Bond, hein, parce qu'à revoir tout seul... Mais s'il est malade, ça veut dire aussi peut-être qu'il a des substances un peu qui aident à rire. Si vous prenez beaucoup de tramadol, vous pouvez regarder tous les Roger Moore. Ça dépend de sa prescription en fait, j'ai envie de dire, il faudrait qu'on en sache un peu plus pour pouvoir lui conseiller des films. Ouais, c'est ça. Moi, je suis plutôt en mode nostalgie. J'irai taper dans les trucs des années 80 avec Princess Bride et Goonies. Ça, c'est des choses où tu te sens mieux quand tu es malade. Noël, en fait. Non, moi je suis pas, c'est pas malade. Ça, c'est mais attends, faut avoir subi des séquelles psychologiques fortes pour se lancer là-dedans. C'est vrai s'il est beaucoup sous antidouleur en ce moment et qu'en plus il prend des petites binous à côté, peut-être qu'il peut s'aventurer dans la filmographie tardive de Jean-Luc Godard. C'est peut-être le moment en fait. C'est peut-être le moment de comprendre Godard aussi. C'est peut-être le moment où tu allais vers des films qu'on comprend pas d'habitude. Il faut, ouais. Ou alors un truc purement visuel à ce moment-là. Mais là, on change de question. En fait, on est en train de vous dire quoi prendre si vous êtes totalement high à cause de substances. Regardez l'enfer de Clouseau. Tu sais, genre tu fais waouh, qu'est-ce qu'elle est belle, Romy Schneider. Bah, on essaye de tirer meilleure partie de sa situation aussi. Hein. Bon ben voilà, David, tu as ta réponse. Merci de nous envoyer des questions comme ça, hein, d'ailleurs. Continue à le faire. Et aussi, on se retrouve du coup la prochaine fois pour un prochain épisode. On va décider, ou peut-être vous déciderez pour nous quel film des prochaines sorties on va traiter. En attendant, merci beaucoup Alice, merci beaucoup Arnaud. Merci. Merci. Et bisous. Un bisou. Je vois que c'est l'été pour vous, là, je vous vois en t-shirt. T'as bronzé, non, Alice? Qu'est-ce qui s'est passé?